Alors, pour la partie de commentaires des textes, on se concentrera aujourd'hui sur un certain nombre de textes, mais qui je que je traiterai de manière assez rapide. Et surtout, les textes désormais, comme vous verrez, ne seront plus choisis pour des questions phonétiques et orthographiques, puisqu'on a vu qu'il y a, de ce point de vue-là, une certaine stabilisation désormais de l'orthographe et de la phonétique. Je dirais seulement quelque chose concernant le premier texte et après, les autres textes seront par contre observés du point de vue des questions lexicales et stylistiques ou concernant certaines réflexions sur la langue. On commence donc par le premier texte qui nous intéresse, qui est un extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Euh, de ce point de vue-là, j'ai choisi cet extrait parce que Perret en parle aussi et en donne un commentaire. Donc, vous pouvez voir l'analyse approfondie de cet extrait de la part de Perret, qui concerne aussi des questions de lexique, des questions de syntaxe dont je ne m'occupe pas pour l'instant. Je voulais seulement vous montrer dans ce texte les effets de la stabilisation orthographique, même si ce texte a été écrit avant 1835, c'est-à-dire avant la publication du dictionnaire de l'Académie française, mais il a été publié après. Donc la publication, comme vous voyez, remonte à 1849, même si le texte a été écrit avant 1835. Vous pouvez constater en fait que les accents graves et les accents aigus sont tous à leur place. Notamment, pour ce qui est des accents graves, nous remarquons le verbe prospère avec l'accent grave qui indique la prononciation du est ouvert. Et du point de vue de l'accent aigu, nous avons par exemple espérance, dont nous parlerons aussi un peu plus tard, et protégeront. Donc, stabilisation des accents graves et des accents aigus, et également de l'accent circonflexe, qui indique encore, à cette époque, la prononciation vélaire de A. Donc, par exemple, dans le mot châtaignier, cet accent circonflexe indique qu'à cette époque encore, on prononçait ce A de manière allongée et vélaire. Finalement, dans les autres cas, la prononciation du «et» ouvert ou fermé n'est pas indiquée par l'accent, mais par la position, comme on fait encore aujourd'hui en français contemporain, c'est-à-dire que ce «et» sera prononcé de manière fermée s'il se trouve devant une consonne finale non prononcée, différent de «s». C'est le cas, par exemple, de jardinier. Dans ce cas, le R n'est pas prononcé, mais le E qui précède la consonne finale a une prononciation fermée. Et elle se prononcera par contre de manière ouverte si elle est suivie par une double consonne. Et c'est le cas, par exemple, je ne parle pas là de voyelle finale, mais c'est le cas, par exemple, des espaces. Vous voyez que le «et» est suivi par une double consonne. Et dans ce cas-là, donc le «e» se prononce de manière ouverte, tout comme dans le cas de «espérance», qu'on avait vu déjà tout à l'heure pour ce qui concernait l'accent aigu. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le premier «et» qui est suivi, encore une fois, par une double consonne. Mais c'est exactement la même chose pour jeunesse. Ce «et» ici est suivi par une double consonne et encore une fois, la prononciation sera une prononciation ouverte. Remarquez que dans ce cas, le L palatal de soleil correspond à une double consonne, puisque dans ce cas aussi, la prononciation du «et» est une prononciation ouverte. Alors, c'est tout pour le premier texte de Chateaubriand. Je vous laisse, encore une fois, je le répète, voir l'analyse plus approfondie qu'en fait Perret. Et nous passons par contre aux autres extraits, à commencer par cet extrait de Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Une chose que je ne vous ai pas dit dans la partie de Histoire externe, c'est que les romantiques renouent avec le Moyen Âge et avec le long Moyen Âge. Disons, il y a une redécouverte de l'intérêt historique du Moyen Âge et aussi de la partie de littérature qui suit immédiatement le Moyen Âge. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'entrée de la langue parlée
de la langue orale dans la littérature, on se rattache aussi à, par exemple, les œuvres de Rabelais, qui avaient déjà montré en partie au début du XVIe siècle cette attitude de faire parler les personnages la langue orale du temps. L'extrait du Rouge et Noir de Stendhal, ici, est utile pour montrer justement cet intérêt porté vers le Moyen Âge. Notamment dans ce passage, il y a une reprise de deux idées qui remontent à la littérature médiévale, qui avait été quelque peu oubliée dans les siècles jusqu'au XVIIIe, comme vous voyez. La première phrase dans laquelle le mari euh, de la protagoniste, disons, euh, parle, enfin, a découvert d'avoir été trompé par sa femme, il souhaite la mort de sa femme et il commence à penser de comment se venger. Et une première idée qui lui vient est de répandre de la farine, pas vraiment de la farine, mais du son, comme vous voyez, devant la porte de la chambre de l'amant de sa femme, pour pouvoir hein, découvrir les déplacements pendant la nuit. Or, cette attitude, cette idée de répandre de la farine pour vérifier un adultère remonte au roman de Tristan de Béroul. Donc, c'est quelque chose qui a été repris par une œuvre typiquement médiévale. Mais aussi la deuxième partie, dans laquelle par contre on fait pas parler, mais on entre dans la tête, pour ainsi dire, de Madame de Rênal, donc de la protagoniste. Madame de Rênal est aussi inquiète, elle soupçonne que son mari a compris qu'elle le trompe avec le précepteur qu'ils avaient engagé et qui vit dans la maison de la famille. Et elle s'inquiète au point que, vous voyez la phrase verte finale, elle se figurait sans cesse son mari tuant Julien à la chasse, comme par accident, et ensuite, le soir, lui faisant manger son cœur. Or, cet épisode du cœur mangé est aussi un épisode typiquement médiéval qu'on retrouve dans une vida de troubadour qu'on appelle Guillaume de Cabestin, et également dans le roman du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel. Donc, ce sont deux ouvrages médiévaux qui sont mis à contribution ici pour euh, cette idée du cœur mangé. Donc, je voulais juste vous montrer l'extrait de Stendhal pour vous montrer l'attention, la nouvelle attention portée à la littérature du Moyen Âge. On passe ainsi au troisième extrait. Et là, à partir de cet extrait, il y a toute une série d'extraits littéraires qui visent à vous montrer euh, une idée fondamentale et qui est l'idée que nous avons énoncée dans la partie d'histoire externe, c'est-à-dire la mise en valeur de la langue orale parlée, et en particulier de la langue parlée par le peuple, par le niveau le plus bas de la société, et surtout pour ce qui concerne ce langage argotique typique de cette partie de la population. Ici, chez Balzac, on peut montrer cette entrée de la langue argotique dans la littérature, mais c'est une entrée presque didascalique, pour ainsi dire. C'est-à-dire que l'auteur conserve une langue qui est très élevée, qui est très haute, mais il introduit des mots typiquement argotiques pour caractériser la manière de parler de certains personnages. Il le fait en utilisant les italiques. Donc il montre bien la différence entre sa langue à lui, la langue élevée de l'écrivain, et la langue des personnages qui est caractérisée par l'italique. En particulier, dans ce cas, vous avez le mot Sorbonne et le mot tronche, mais l'auteur ne se contente pas d'utiliser l'italique pour souligner qu'il ne s'agit pas de sa langue à lui, mais de la langue des personnages. Il l'explique, il ajoute une sorte de glose, c'est la partie en vers. Gonduro lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi. Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs. Donc vous voyez que il fait référence à l'origine propre de l'argot. Et puis il explique que la Sorbonne en fait est la tête de l'homme vivant, c'est-à-dire sa pensée, sa raison, alors que la tronche est un mot qui exprime la tête coupée.
de l'homme mort, donc qui n'a plus de valeur finalement. Donc non seulement attitude didascalique avec l'introduction des mots en italique, mais explication de ce mot. Cela est le texte de la deuxième version, de la deuxième rédaction du Père Goriot de Balzac. Dans la première rédaction, ce qu'on peut voir, c'est justement que l'explication était mise dans une note, c'est-à-dire elle n'était pas insérée dans le texte du roman lui-même, mais il y avait une note qui expliquait qu'est-ce que c'était que la Sorbonne et la tronche. Une autre chose intéressante à remarquer dans ces textes de Balzac, c'est encore une fois le retour à un long Moyen Âge avec des personnages qui sont, comme je disais, typiques, par exemple, des personnages de Rabelais. En fait, toute la série de textes qu'on regroupe avec le nom de comédie humaine sont appelés comme ça justement aussi pour cette, euh, comment dire, reconnexion avec une certaine manière médiévale de faire la littérature. Et aussi, toujours pour rester au Moyen Âge, on parle de comédie humaine aussi en faisant référence à Dante, donc au poète italien, auteur de la Divine Comédie. Donc il y a plusieurs références à ce retour du Moyen Âge qui est typique du goût romantique. Et c'est tout aussi pour l'extrait de Balzac. Je passe à un extrait de Victor Hugo dont on a parlé aussi, comme je vous avais dit, dans la partie d'histoire externe. Ce sont deux textes poétiques que vous avez dans le dossier des textes, dont on analyse seulement la partie du premier de ces textes. Ce sont deux textes poétiques euh, regroupés dans la publication qu'on appelle aujourd'hui les contemplations, mais qui remonte à une première phase de l'activité littéraire de Victor Hugo, en particulier ce texte qu'on va commenter, la réponse à un acte d'accusation, a été écrit en 1834 et cela montre la discussion théorique qui est encore assez importante pour ce qui concerne le style littéraire. Comme certains auteurs de théâtre du XVIIe siècle, dont on a parlé, encore à Victor Hugo, après la publication de son texte théâtral, de sa pièce théâtrale Hernani, sont adressées des critiques concernant le manque de respect des règles du théâtre classique. Donc vous voyez qu'il y a encore une attitude puriste assez forte, assez importante. Hernani avait été représenté pour la première fois en 1830 et à la suite de la représentation d'Hernani, il y avait eu toute une série de critiques adressées à Victor Hugo concernant justement le style et le manque de respect des règles du théâtre classique. Or, Victor Hugo répond avec ce texte, avec cette poésie, ce poème, dans lequel il refait, pour ainsi dire, l'histoire de la langue en citant Vaugelas, Molière, Racine, Corneille, et donc en se reconnectant à la question de l'histoire de la langue qui était typique du XVIIe siècle. Vous pouvez voir dans l'extrait plus long que vous avez dans le dossier pour voir comment il parle des critiques qui lui sont adressées comme étant un corps typique de la réaction puriste du XVIIe siècle. Il ne cite pas de manière directe Malherbe, mais il le fait de manière indirecte. Vous voyez le premier vers, la partie soulignée en vert. Alors, dans cette situation dans laquelle tout était réglementé, tout était contrôlé, etc., je vins, ce qui nous rappelle évidemment la fameuse phrase qu'on a évoquée quand on a parlé du XVIIe siècle, enfin Malherbe vint. Et donc il balaya la langue en faisant un choix des seuls mots qui étaient bien d'utiliser. Alors là, on a un renversement de cette attitude, l'arrivée de Victor Hugo, je vins, euh, apporte une nouveauté, une nouvelle liberté linguistique. En fait, euh, Victor Hugo rapproche, compare son attitude à une attitude révolutionnaire. La deuxième partie soulignée en vert. Je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. D'où le fait que, pour le romantisme, tous les mots sont égaux. Donc il n'y a pas un niveau
élevés qu'il faut maintenir, même les mots de la partie plus basse de la société ont droit à être utilisés en littérature. Pas de mots où l'idée au vol pur ne puisse se poser. Je montais sur la borne Aristote et déclarais les mots égaux, libres, majeurs. Donc, justement, dans cette discussion qui s'inspire toujours aux œuvres d'Aristote sur le théâtre, Victor Hugo défend l'utilisation d'un certain langage plus bas parce que justement ces mots ont aussi le droit de se trouver dans la littérature. Il affirme donc finalement la puissance et la liberté de la parole en critiquant l'idée de bon usage et l'idée de sélection qui était déjà typique du XVIIe siècle, mais qui était apparemment encore appliquée à l'époque, dans la première moitié du XIXe siècle. Je ne parle pas du deuxième extrait de Hugo que vous avez dans le dossier, c'est un extrait des Misérables qui montre par contre la réflexion théorique et littéraire sur le rôle de l'argot. Il y a tout un chapitre dans les Misérables dans lequel Hugo parle des origines de l'argot et de l'emploi qui en ont fait certains auteurs tels que Balzac et Eugène Sue. Donc, cela sert, comme dit Hugo dans cet extrait que vous allez voir dans le dossier, sert à faire émerger la vraie langue de la France, d'une autre France qui a été oubliée pendant des siècles. Même chose pour l'extrait de Flaubert et de Madame Bovary, que je ne commenterai pas, dans lesquels je vous avais dit que, en particulier chez Madame Bovary, il y a certains personnages qui euh, parlent cette langue, qui affichent ce langage typiquement populaire et algotique. Dans Madame Bovary, c'est surtout le personnage de Homais. Il ne faut pas oublier que le sous-titre de Madame Bovary est Mœurs de province. Donc c'est justement, Flaubert veut aussi dresser un portrait de la société de Rouen et donc de la Normandie de son époque. C'est donc une langue orale et colloquiale qui est parfois utilisée par Flaubert sans l'italique, alors que lorsqu'il a recours au véritable argot, Flaubert aussi emploie les italiques. On arrive finalement à un extrait de L'Assommoir de Zola. Et là, on voit un changement d'attitude. Donc, euh, Zola s'insère dans cette évolution, pour ainsi dire, du courant romantique qu'on appelle naturalisme, qui montre en même temps une certaine approche scientifique à la littérature, dans laquelle certaines descriptions, par exemple, sont extrêmement fidèles et extrêmement scientifiques presque de la réalité. À côté de cela, il y a encore la volonté de montrer la manière de parler de la France profonde et en particulier ce recours massif, cette fois, à l'argot des personnages. Une approche qui n'est plus une approche de distance, mais qui envahit, pour ainsi dire, le langage argotique envahit tout l'ouvrage. Et donc, Zola, par exemple, laisse tomber les italiques. Quand vous voyez, on va commenter certains extraits en particulier, mais il n'y a plus emploi de italique et cet argot ne se trouve pas seulement dans les dialogues des personnages qui sont cernés, qui, qui- qui sont, qui doivent parler de cette manière, mais grâce à l'emploi insisté du discours indirect libre, euh, Zola introduit cet argot aussi dans des parties qui ne sont pas des dialogues. Euh, il faut souligner en tout cas que même pour Zola, la véritable langue française est une autre langue, une langue haute encore une fois. Et les romans de Zola sont un monument de cette langue très élevée. N'empêche qu'on peut constater cette nouvelle attitude, différente par rapport à ceux qui avaient fait Balzac, à ceux qui avaient fait Hugo, à ceux qui avaient fait Flaubert. Euh, c'est une entrée plus directe de l'argot dans les textes. Je vous donne deux exemples. Euh, le premier exemple est la première phrase soulignée en vert. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte lorsque ce chelard-là
entrer à la mine à poivre. Donc vous avez là une phrase, un discours indirect libre, parce qu'il ne s'agit pas d'un véritable dialogue, mais l'auteur parle en faisant parler, parle dans la langue de son personnage, qui utilise beaucoup de formes d'argot, des formes que parfois il faut expliquer, parce que il est vrai, certaines formes sont restées, comme la forme blague est restée encore dans la langue aujourd'hui, mais d'autres formes doivent être expliquées. Notamment, par exemple, la mine à poivre que vous avez là est un local dans lequel on boit des produits d'alcool distillés de manière artisanale et donc de mauvaise qualité qui brûlent la gorge, d'où l'expression mine à poivre. Gelard est dans le sens d'ivrogne, par altération de gueulard. Blaguer, dans ce cas, n'a pas le sens qu'on utilise aujourd'hui, mais a le sens de mettre en ridicule, de ridiculiser. Et puis il y a d'autres mots, je ne vais pas commenter tout l'extrait, mais par exemple le mot écrabouiller a le sens de écraser, casser, alors que le mot ribote a le sens d'une fête, faire la fête avec un excès d'alcool. Le deuxième extrait qui nous intéresse est par contre vu à partir, ça c'est le personnage de Mebot, qui est le personnage algotique par excellence, qui parle vraiment cette langue profonde faite d'expressions presque incompréhensibles. Alors lui, il parle de soi-même, Mebot ici, c'est encore une fois une phrase, un discours indirect libre. Lui était un bon, un chouette, un d'attaque. Ah zut, le singe pouvait se fouiller. Il ne retournait pas à la botte, il avait la flemme. Vous voyez, c'est toute une série d'expressions qui sont presque incompréhensibles. Encore une fois, il faut presque un glossaire pour les expliquer. Par exemple, un bon, c'est le sens de homme sur lequel on peut compter. Chouette, c'est dans le sens de malin. Un d'attaque, c'est quelqu'un de solide, de courageux. Le singe est le patron du local dans ce cas-là. Et se fouiller, c'est dans le sens qu'il peut chercher inutilement à obtenir quelque chose. Et finalement, dans la dernière phrase, comme vous voyez, bon, la boîte, c'est un mot que par contre on a encore conservé. On utilise aujourd'hui exactement de la même manière pour indiquer un local dans lequel on boit, et justement. Euh, mais la dernière phrase, par exemple, où l'on buvait du chien tout pur, le chien a un sens spécifique de eau de vie, ici, dans ce sens. Comme vous voyez, certaines de ces expressions algotiques, chouette, boîte, flemme aussi, zut, sont restées dans la langue courante aujourd'hui. D'autres étaient tellement spécifiques qui ont disparu. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer dans cet extrait de Zola, c'est justement la différence de traitement de l'argot qui n'est plus mis en évidence avec des italiques, mais qui entre directement dans le discours littéraire, même si il y a tout de même une différence entre la langue assumée par Zola lorsqu'il parle à la place de ses personnages et la langue du cadre qui reste une langue très élevée. L'autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que quand vous lirez l'extrait en entier, vous verrez qu'il y a aussi une description de l'alambic pour distiller l'alcool, qui est une description parfaitement, typiquement naturaliste. Donc, presque scientifique, avec euh, des mots techniques, je dirais. Je termine l'analyse des textes avec un sortant finalement du courant romantique et naturaliste pour montrer un autre aspect du 19e siècle et en particulier de la fin du 19e siècle. C'est un extrait tiré du roman très connu À rebours de Huysmans, euh, et c'est un extrait qui nous montre justement la crise du romantisme et du naturalisme, euh, une crise qui met en évidence dans l'ouvrage de Huysmans en particulier, qui met en évidence la décadence d'une époque, qui est décrite comme une décadence de la langue française. Vous voyez dans la première phrase, hein, en effet, la décadence d'une littérature irréparablement atteinte dans son organisme, affaiblie par l'âge des idées, épuisée par les excès de syntaxe. Vous voyez qu'il y a aussi pour caractériser cette décadence présumée de la langue française, il y a un recours à la structure linguistique elle-même. Les excès de syntaxe
font partie, témoignent de cette décadence. L'extrait que je vous lirai en entier est intéressant parce que justement il évoque les poètes qu'on n'a pas pu aborder ici parce que par manque de temps, et en particulier, il évoque Mallarmé, dans lequel il trouve, l'auteur trouve la, la réalisation de cet aboutissement de recherche linguistique qui ne peut qu'amener à la décadence. La décadence de la langue est comparée, et c'est intéressant cette comparaison, par l'auteur à la décadence des derniers siècles de la langue latine, dans laquelle la langue latine était utilisée seulement à un niveau très élevé, très cultivé, qui n'était plus adopté par le peuple. C'est la deuxième phrase soulignée en vert. C'était l'agonie de la vieille langue qui, après s'être persillée de siècle en siècle, finissait par se dissoudre. Et il y a ensuite cette comparaison à la langue latine. Il est intéressant de remarquer que tout cela est écrit dans un style, le style typique de Harrebourg, dans un style extrêmement recherché, aussi d'un point de vue lexical. Persiller, par exemple, dans ce cas, signifie moisi, consommé de l'intérieur, pour ainsi dire. Mais il est aussi intéressant de remarquer que cette décadence de la fin du siècle, cette idée de la décadence de la langue française exprimée à la fin du 19e siècle se retrouvera au 20e siècle. C'est là le lien qu'on peut faire avec ce qu'on verra la semaine prochaine lorsque on abordera le 20e siècle. Donc, c'est tout aussi pour la séance d'aujourd'hui. Je vous recommande de lire les extraits du XXe siècle que vous trouverez dans le dossier des textes et on en parlera la prochaine semaine. Merci et bonne semaine.